Bonjour à tous. Écoutez, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier webinar pour combiner effectivement utilement alors la force de l'intelligence artificielle avec les talents humains au service du monde d'après. Je laisserai ensuite Bruno Soubiès nous parler de ses réponses à travers plusieurs cas d'usage. Pour démarrer, donc, on a 45 minutes ensemble avec des questions que vous pouvez poser dans le chat que vous avez en live. Également, on vous a posé des sondages, donc n'hésitez pas à y répondre si toutefois ça vous intéresse. Donc, on va démarrer. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, Proxem, on est effectivement un éditeur de logiciels d'analyse sémantique. Aujourd'hui, on a mené un partenariat avec Bruno Soubiès de Disrupt depuis maintenant 2 ans, avec qui nous avons mené ensemble plus de 15 projets avec des grands comptes sur effectivement comment mettre en place une stratégie collaborateur efficace à travers des retours d'expérience auprès de tous nos clients. Donc, globalement, qui est Proxem en quelques chiffres? Donc, on fait 3 millions de chiffres d'affaires. Nous avons 2 brevets reconnus sur le marché de l'analyse sémantique. Ça veut dire qu'on a une R&D très forte, qui est toujours très développée aujourd'hui. Puis, on améliore effectivement notre logiciel au quotidien avec des algorithmes pour les classifications et les annotations sémantiques. Aujourd'hui, on est 38 personnes basées sur 2 sites parisiens et on travaille avec 200 clients, une centaine de clients, mais surtout 200 projets actifs tout au long de l'année. Également, quelques informations sur nos références. Alors, elles sont nombreuses. On intervient dans la plupart des domaines d'activité avec des secteurs de prédilection. Et puis, également, toutes ces références, on les acquiert à travers toutes les données de nos clients qu'on intègre au quotidien avec l'analyse sémantique. Alors, notre logiciel est une solution qui permet, en tout cas à nos clients, de pouvoir analyser toutes les datas, toutes les données en masse, peu importe qu'elles viennent du service marketing, du service client, du service collaborateur, des directions des ressources humaines, mais également d'autres directions. Donc, on a 3 solutions pour adresser nos clients. Une solution centrale qui est Proxem Dialogue, où effectivement on propose des chatbots pour nos clients, mais également des applications dédiées, par exemple des applications juridiques pour aider des juristes à mieux appréhender leurs contrats. Et puis, on a une offre qui s'appelle Proxem Knowledge, donc sur la droite, qui permet d'analyser les documents longs et notamment d'en sortir des insights principaux, de mettre en place des thésaurus ou des ontologies lexicales intéressantes pour nos clients, que ce soit à travers de la documentation technique ou de la documentation scientifique, puisque, encore une fois, on intervient dans tous les domaines. Et aujourd'hui, les cas d'usage qu'on va vous présenter sont plus dans la partie Proxem Insight, donc de l'analyse d'opinion dans son sens large. On fait de l'analyse effectivement d'opinion côté client, côté citoyen, mais aussi côté collaborateur. Et c'est comment améliorer cette expérience collaborateur dont on va vous parler aujourd'hui avec Bruno Soubiès de Disrupt. Donc, je vais lui passer la main. Merci beaucoup Bruno, c'est à toi. Merci beaucoup Valérie. Je suis ravi d'être avec vous. Écoutez, pour vous présenter déjà la société Disrupt, en fait, j'ai créé cette entreprise avec l'ambition en fait de se spécialiser sur tout ce qui est analyse de récits, collaborateurs, mais aussi clients, candidats, usagers, patients, sur tous les enjeux autour de la culture d'entreprise, de la marque, mais aussi parfois des métiers, et on en a fait finalement un cœur d'expertise. C'est venu en fait d'une passion très personnelle que j'ai développée déjà dans les années 2009 pour l'analyse sémantique et qui m'a paru être une voie intéressante pour augmenter, si je puis dire, notre niveau d'écoute vis-à-vis de nos cibles en fait internes ou externes. Ce qu'on fait finalement, c'est qu'une fois ces dispositifs d'écoute mis en place, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, on élabore des diagnostics en fait avec l'objectif de mettre au point des programmes qui visent à réconcilier finalement les intentions stratégiques globales d'une organisation et puis tous les talents multiples et variés, les richesses en fait des collaborateurs au quotidien.
Pour mettre un peu de contexte en fait sur l'intervention et les nombreux cas d'usage qu'on va voir ensemble un peu plus loin, parce qu'on a voulu faire une présentation assez pratique et pragmatique en fait pour vous montrer comment on se sert des outils et comment on a construit en fait finalement notre partenariat et nos mélanges en fait de compétences tant sur la partie logicielle, machine côté Proxem et infolinguistique également, et puis la partie plutôt conseil, accompagnement, expertise RH, analyse narrative en fait côté Disrupt. Sur le contexte, du coup, en fait, on vit finalement une période où le mot transformation fait partie du langage courant, mais dans un contexte assez étrange finalement. On n'a jamais autant parlé de transformation, mais on n'a jamais eu autant de transformations qui échouent. Et en fait, depuis 95 déjà, c'est pas récent en fait, McKinsey met en place des études régulières en fait sur les programmes de transformation, et on en arrive très souvent aux mêmes statistiques, en fait, au même constat que 70% des programmes de transformation échouent. Souvent pour trois raisons majeures, en fait, c'est qu'on veut toujours aller plus vite et avoir des résultats immédiats, et donc on néglige finalement la phase de diagnostic. La deuxième, c'est qu'on cherche souvent des outils et des solutions simples sur étagère en espérant finalement que il y a bien une startup, une solution qui va bien me permettre de résoudre mon problème, sauf que à des moments donnés, les solutions méritent d'être contextualisées et adaptées aux besoins de chaque entreprise. Et le troisième point, qui est lié finalement à ce que je vous disais avant, en fait, souvent on néglige une phase d'écoute et d'accompagnement humain. Et du coup, en fait, le vrai succès, en fait, réside sur la capacité à gérer un peu cette complexité, qui est de mêler des approches qui combinent à la fois les enjeux humains et puis les enjeux finalement technologiques et économiques. Au-delà de ce point-là, en fait, on a développé et on a une conviction de fond, et j'espère qu'elle est partagée par un grand nombre de personnes qui sont présentes. C'est qu'en fait, on part du principe que les gens, enfin que ce soit les collaborateurs, mais aussi les clients, les candidats, les patients, les usagers, en fait, ils ont déjà les solutions. En fait, ils sont intelligents. Et du coup, si on considère l'entreprise comme un système vivant, avec un ensemble d'acteurs en interaction dynamique, on peut se dire qu'en fait, les personnes ont déjà elles-mêmes des solutions dans leur trousse à outils, finalement, pour réagir face aux difficultés, pour anticiper les obstacles, pour collaborer de manière transverse, pour innover, trouver des solutions et pour faire évoluer les organisations. Donc, d'une certaine manière, toutes les recettes que parfois les entreprises ont tendance à aller benchmarker à l'extérieur, en fait, elles existent déjà dans l'organisation. Et donc, d'avoir ce postulat-là ouvre en fait une possibilité beaucoup plus large sur les dispositifs d'écoute qu'on peut mener. Alors ces dispositifs en général et les phases d'un diagnostic, en fait, elles sont assez similaires en fait selon les clients et selon les cas d'usage, qu'on soit à la fois avec des grandes organisations et puis des organisations de taille plus restreinte. En fait, il faut d'ailleurs d'avoir une première phase en fait qui est vraiment la phase d'écoute pure, qui combine en fait souvent des interviews de dirigeants, de managers, de cadres, d'employés. Tous les statuts doivent être représentés finalement dans l'organisation. C'est très important. Des groupes d'écoute aussi, pareil, qui peuvent prendre forme aussi avec une diversité de collaborateurs. Et puis en parallèle aussi, mettre en place des sondages en ligne qui vont nous permettre de valider, on va dire, un peu la colonne vertébrale de ce qu'on peut faire. La deuxième phase, en fait, qui est assez pertinente, en fait, et c'est là où finalement le partenariat qu'on a avec Proxem prend vraiment tout son sens. C'est une fois qu'on a collecté tous ces récits, que ce soit de manière qualitative ou quantitative, en respectant vraiment ce que les personnes ont dit, on va analyser ces verbatims de manière à finalement cartographier les attentes, les sujets qui sont naturellement évoqués par les collaborateurs, mais aussi, comme je vous disais, les clients, les usagers. Une fois cette phase-là d'analyse effectuée et cette phase d'écoute menée, on est capable d'établir en fait un vrai diagnostic, donc finalement d'élaborer des plans d'action et une feuille de route, et ça veut dire aussi rentrer dans une phase de communication et comment on va embarquer finalement l'ensemble des personnes. La première étape quand même la plus importante étant déjà de restituer les résultats, parce que c'est pas toujours fait bien, en tout cas auprès des personnes qui ont participé, soit aux enquêtes en ligne, soit aux enquêtes physiques. Si on veut multiplier cette capacité à dialoguer avec les personnes, il faut à tout prix les associer en permanence et dès le retour en fait des résultats, quand bien même on n'a pas immédiatement toutes les solutions et qu'on va les co-construire avec eux.
Et enfin, la quatrième étape, souvent une étape un peu oubliée parce qu'on a tendance à réinventer sans arrêt des projets, mais nous, on a la conviction de fond et je vous montrerai un cas d'usage assez clair de comment on peut mener finalement, grâce à des outils d'analyse de traitement automatique du langage, en fait, des cartographies spécifiques qui vont nous permettre d'établir de nouveaux indicateurs de performance et de pouvoir les piloter dans le temps, sur un rythme à définir, trimestre, semestre, finalement un petit peu comme on le fait dans le suivi de la relation client, qu'on puisse l'adapter également dans les enjeux humains en fait d'évolution des organisations. Du coup, voilà, la présentation qu'on va faire, elle va se structurer autour de ces différents points. Et ce que je vous propose, en fait, c'est que je vais les passer en revue les uns après les autres. Donc, sur l'écoute, pour aller sur cette première phase-là, en fait, assez rapidement, on va travailler sur plusieurs sortes de sources de données. En fait, il y a des données qui sont disponibles en interne dans l'entreprise et il y a des données qu'on peut aller collecter en externe. Il y a des données qui sont plutôt d'ordre digital, en fait, numérique, et puis il y a des données qui vont être plutôt collectées dans un environnement physique. Donc, pour vous donner quelques exemples de cas d'usage assez amusants sur lesquels on peut travailler. En interne, en fait, on va travailler à la fois sur de l'analyse de baromètres, enfin les questions ouvertes d'enquête d'engagement, par exemple, sur des réseaux sociaux internes, en fait, sous réserve bien sûr du respect des règles CNIL, mais du coup de pouvoir avoir finalement accès à des apports, en fait, des contributions de collaborateurs. On peut aussi, avec l'accord des collaborateurs, transformer des focus group, des entretiens en fait collectifs en texte analysable en fait avec des logiciels de speech to text. Et puis on peut aussi aller chercher dans les informations dormantes des entreprises qui sont les entretiens annuels, les entretiens professionnels, des boîtes à idées souvent pas traitées pour aller traiter finalement et analyser toutes ces sources de données. En digital, il apparaît assez évident de développer des questionnaires en ligne, de s'appuyer sur des réseaux sociaux, mais aussi les labels en fait qui sont mis en place, qui ouvrent souvent la parole aux collaborateurs et offrent des capacités d'analyse intéressantes en termes de collecte, en termes de données. Et enfin, les derniers aspects étant vraiment les aspects beaucoup plus qualitatifs, étant la mise en place d'interviews, de groupes d'écoute, d'ateliers ou de workshops. Une fois qu'on a collecté en fait cette masse d'informations-là, il faut l'analyser. Et c'est là où finalement les petites mains du consultant que vous avez en face de lui ou des personnes qui travaillent avec lui sont finalement limitées pour analyser en détail parfois des milliers de contributions. Et il y a une erreur à ne pas commettre, c'est celle de tirer des conclusions hâtives quand on lit des verbatims et d'extraire en fait les verbatims les plus émotionnels et les détacher du contexte et en faire des conclusions. Et du coup, c'est là où la puissance en fait et la capacité des outils Proxem dans le sur-mesure que ça peut apporter en termes d'analyse de la data et de tri de la data sont pertinents. Et du coup, pour cette partie-là, je vais recéder la parole à Valérie pour qu'elle vous explique un petit peu comment Proxem travaille sur ces phases d'analyse. Ok, merci Bruno. Donc effectivement, vous avez pu le voir qu'on a fait donc cette phase de collecte de données. Donc nous, notre module, en tout cas notre logiciel, a 4 modules bien distincts. Un module qui s'appelle Connect pour aller collecter la data, qu'elle soit effectivement de diverses sources. Donc comme l'a expliqué Bruno, que ce soit des entretiens, que ce soit des documents internes, que ce soit une cartographie de compétences, enfin tout un tas de documents que vous auriez vous à disposition pour pouvoir effectivement en sortir la substantifique moelle de ce que vous souhaitez. Et une fois qu'on a collecté la data, on l'agrège dans le logiciel pour effectivement passer à cette phase d'analyse. Mais avant la phase d'analyse, il faut passer par un module qui s'appelle Organize pour aller annoter, ranger, classer toutes les données en fonction des thèmes, des concepts, des principales grandes familles que vous souhaitez suivre pour votre stratégie interne auprès des collaborateurs et de mise en place de plans d'action qui viendront en troisième temps dans cette stratégie de diagnostic que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a rangé, annoté, classé les datas, alors ces données-là, on ne les fait pas tout seul. Il y a une première partie qu'on fait à partir de la donnée factuelle qu'on reçoit de nos clients. Donc, cette donnée-là, elle est effectivement agrégée dans l'outil. Et puis, on en ressort un pré-plan de classification des données avec des thèmes qui ressortent de manière principale par nos algorithmes sémantiques. De ces thèmes-là, ensuite, on a ce qu'on appelle chez nous des infolinguistes, qui ont donc une compétence linguistique, bien évidemment. Alors, il faut savoir qu'on fait du multisource et du multilingue. Donc, aujourd'hui, on couvre presque 30 langues. Donc, on peut vous aider vraiment dans tous
dans toutes ces langues diverses et variées, que ce soit des langues européennes, des langues asiatiques ou d'autres langues d'autres continents. Et donc, une fois qu'on a agrégé toutes ces datas, qu'on les a rangées à noter classées, on a fait quelques règles sémantiques pour aller chercher, effectivement, améliorer la classification du logiciel qui fait dans un premier temps de manière automatique. On vient vous voir et on s'assoit autour d'une table et là, on travaille ensemble sur les thèmes, les sous-thèmes, tout ce qui est négatif, positif, neutre, tout ce que vous auriez besoin d'aller chercher. Et on en sort, effectivement, grâce à nos 2 derniers modules que sont Explore, donc pour aller faire la fouille d'informations et de résultats, et Report pour aller visualiser. Donc là, vous avez quelques exemples de visualisation qu'on peut avoir à travers notre logiciel pour aller effectivement chercher des corrélations entre une abscisse et une ordonnée, entre un thème et un autre, aller par exemple analyser un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, aller chercher des informations intéressantes entre un département et un autre, aller effectivement identifier des signaux faibles qui vous permettront derrière de mettre en place les actions et de les mesurer, puisque ça, vous le verrez ensuite dans le détail de notre présentation. Et donc, toutes ces visualisations permettent d'aller un peu plus loin. Et ensuite, avec le partenariat qu'on a avec Bruno, effectivement, vous avez la phase consultant de comment est-ce que on analyse, on agrège et on obtient tous ces résultats. Et qu'est-ce qu'on en fait surtout? Donc là, vous pourrez diffuser. Tous ces visuels sont faciles d'accès et faciles à récupérer. Et puis, effectivement, systématiquement, vous pouvez retourner au verbatim puisque notre logiciel a un moteur de recherche intégré. Donc, on peut toujours aller chercher à la source, vérifier que c'est bien classé ou alors regarder, highlighter un thème par rapport à un autre quand on est en présentation face à un COMEX ou un CODIR. Donc, je vais redonner la parole à Bruno pour cette 3e phase, effectivement, d'action, une fois que l'analyse est bien faite. Et puis, on aura le loisir de voir d'autres visualisations de l'outil pendant sa présentation. Alors du coup, merci Valérie. Quand on entre dans la phase d'action, en fait, il n'y a pas une seule action qui se ressemble. En fait, c'est là la magie des projets. En fait, je crois que j'ai depuis 2018 qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas un seul projet qui s'est ressemblé. Et du coup, je vais vous en présenter 4 retours d'expérience. Des retours d'expérience en fait où l'usage combiné en fait du traitement automatique du langage et de l'approche conseil me semble particulièrement en fait pertinent. Le premier cas d'usage, il a trait à un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, en fait, qui est la capacité qu'ont les organisations ou qu'auront les organisations à formuler leur raison d'être, enfin leur véritable raison d'être, en fait, portée par le collectif. Le deuxième cas d'usage, en fait, c'est comment on peut, grâce à une analyse sémantique et une approche conseil, en fait, réaliser un véritable diagnostic de positionnement stratégique. Le troisième cas d'usage que je vais vous présenter, il est autour de la construction et de la définition d'une marque employeur. Et le quatrième, en fait, il est autour de la définition, de la précision finalement de ce qu'est la culture d'une entreprise, ses valeurs et les comportements du coup qui sont associés. Donc, vous voyez qu'en fait, on a des entrées qui sont assez différentes, mais comme c'est des sujets, je pense, qui parleront à certains d'entre vous, c'est intéressant finalement de voir comment on peut aborder ces sujets de manière un petit peu différente. Alors sur le premier thème, en fait, qui est la raison d'être, en fait, on est parti et on part d'un constat assez simple. Si on veut vraiment associer, enfin formuler sa véritable raison d'être et que ce soit pas une raison d'être factice, présupposée, finalement imaginée par quelques têtes bien pensantes au niveau d'une équipe de direction, il faut à tout prix finalement associer et repérer en fait les moteurs d'envie des collaborateurs parce que c'est ça qui va nourrir en fait au quotidien la raison d'être. Et du coup en fait c'est là où c'est intéressant d'aller interroger à la fois les collaborateurs mais de manière plus large en fait quand on le fait. Je trouve ça pertinent d'aller interroger toutes les parties prenantes un peu à 360 degrés comme si on faisait un 360 degrés de l'entreprise et d'aller finalement demander la voix du client, la voix des candidats, la voix des fournisseurs, des partenaires et la voix de l'interne en fait pour pouvoir se dire en fait qu'est-ce qui fait la différence.
Et très souvent, quand on travaille sur les sujets de raison d'être, ou en tout cas quand on demande à des personnes de s'exprimer dans les entreprises en fait autour de la raison d'être, c'est assez amusant. Et là, je vous ai mis quelques verbatims pour vraiment finalement vous éveiller sur ça. C'est que très souvent, en fait, quand les gens s'expriment sur la raison d'être, ils s'y expriment par défaut. C'est-à-dire, en fait, les collaborateurs, quand ils représentent leur identité professionnelle collective, en fait, ils expliquent plutôt ce que leur entreprise n'est pas. Donc en l'occurrence, là, chez ce client-là, c'est nous, on n'est pas un grand groupe lent dont les décisions se prennent uniquement sur des paramètres de gestion, de budget. Ici, on parle du client. Nous, on n'est pas un monstre comme ceux desquels on vient. On n'est pas un modèle anglo-saxon. Donc, vous voyez, en fait, c'est assez facile pour les personnes de se définir par opposition, ou moins de se définir en fait en tant que tel. En fait, quand on demande en fait de résumer un peu la raison d'être de l'entreprise, là, il faut aller fouiller un peu plus loin. Et quand on fouille un peu plus loin, et c'est finalement fouiller un peu plus loin, ça veut dire aussi se dire qu'est-ce qui rend l'entreprise en fait différente et différenciante. Là, en fait, on se rend compte en fait que souvent les raisons, en fait, la raison d'être est très associée en fait à une raison. On dit souvent la raison d'y être. En fait, tout ce qui est autour de la fierté d'appartenance. Et puis peut-être pour un client, on pourrait dire aussi la raison d'en être, enfin d'acheter finalement, quel est le sens finalement d'achat de tel produit, de tel service. Est-ce que j'y mets au-delà du bénéfice produit et service une intention de consommation particulière, durable, sociétale, humaine. Et là, finalement, c'est là où c'est intéressant d'aller creuser ces leviers-là. Et il est vrai que du coup, une analyse un peu plus fine en fait des données côté collaborateur, côté candidat partenaire, vous permet assez finement de repérer en fait ce qui crée les leviers de la fierté d'appartenance, ce qui crée les leviers de consommation en fait et d'achat de vos consommateurs, de vos clients, ce qui crée la fierté aussi de fournisseurs de travailler avec vous. Et du coup, quand vous associez un peu tout ça, vous avez tous les ingrédients pour le coup, vous réunir en équipe de direction ou de multiplier quelques ateliers de travail avec des personnels clés dans l'organisation pour vraiment définir votre raison d'être. En tout cas, vous êtes équipé pour pouvoir le faire. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, en tout cas, qui me semble très pertinent d'utiliser en fait avec une phase d'écoute beaucoup plus qualitative que d'être dans une phase de réflexion un petit peu hors sol, si je puis dire. Le deuxième cas d'usage, en fait, c'est un diagnostic stratégique. Donc là, je peux prendre un cas concret, c'est une demande en fait qu'on avait eue d'un groupe d'agences d'intérim en fait, qui voulait qu'on l'aide en fait à définir son positionnement stratégique à horizon 2022. Et du coup, en fait, on a collecté des feedbacks venant des clients, des collaborateurs, des intérimaires aussi, et on a analysé ce discours-là. Donc la première chose qu'on a faite, en fait, c'est de cartographier l'ensemble des thématiques évoquées par les collaborateurs, clients et intérimaires. Et du coup, on s'est rendu compte en fait du poids que représentent les thématiques. Donc, au-delà de savoir si une thématique est bien ou mal traitée, c'est important de savoir quelle est la proportion qu'elle prend. Comme je vous le disais, si on isole un sujet en se disant que c'est important, mais qu'on n'a aucune idée de la masse qu'il représente par rapport aux autres, c'est un peu dommage. Donc là, en fait, ce que vous voyez sur le schéma qui est joint, c'est une visualisation globale en fait de l'ensemble des sujets qui étaient évoqués par toutes les parties prenantes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que typiquement, les solutions apportées aux clients, l'expertise, l'image de l'entreprise étaient vraiment les trois sujets qui étaient les plus évoqués. Pour votre lecture, en fait, un hexagone là égale 3 verbatims. Donc, c'est pour vous donner un petit peu une idée des masses en fait qui sont représentées. Et donc, du coup, ça vaut le coup quand même de se dire, si je mets le poids du corps, il est sûr que si je veux me concentrer sur les attentes principales, je vais peut-être plutôt me concentrer sur les trois premiers niveaux. Néanmoins, on peut voir aussi que des sujets plus mineurs, en fait, peuvent avoir aussi leur importance. Et c'est ce qu'on va voir après sur une visualisation assez intéressante qu'on utilise assez régulièrement, en fait, que Proxem fournit dans Explore à présent, en fait, qui est cette capacité, sujet par sujet,
de mesurer à la fois en fait la taille du sujet. Donc vous voyez dans doc là 298, ça veut dire que vous avez 298 citations verbatim en fait associées à la croissance en fait venant des candidats, des clients ou des intérimaires. Et du coup, vous pouvez voir aussi par rapport à une note moyenne en fait l'impact du sujet. En fait, est-ce qu'un sujet va vraiment tirer la satisfaction vers le haut ou au contraire entraîner du désengagement. Donc, si on peut dire finalement, quand on est sur une stratégie, quels sont les sujets qui vont être tracteurs en fait et quels sont des sujets qui vont peut-être un petit peu plus ralentir la perception des collaborateurs. Et donc, du coup, quand on veut vraiment prendre des choix importants quand on bâtit sa stratégie, il est important en fait de se concentrer aussi sur des sujets qui ont des effets de levier assez importants en termes de satisfaction ou d'insatisfaction. En l'occurrence là, ce que vous voyez, c'est que les sujets en fait relatifs à l'image de l'entreprise et à la croissance en fait ont un impact de satisfaction plus important. Donc, ce qui veut dire que si je mets un peu d'énergie dessus, je vais avoir plus d'impact sur la satisfaction de mon socle de promoteur finalement de mon entreprise. A contrario, en fait, si je ne résous pas des problèmes sur les solutions demandées aux clients, je vais avoir plus d'insatisfaction qui va être tirée. Ce qui est intéressant, c'est cette vision globale. Donc là, vous le voyez pour les gros sujets, mais comme vous voyez, en fait, vous avez des sous-catégories. Donc par exemple, là, sur la partie solutions apportées aux clients, vous avez 9 sous-catégories. Donc je vous laisse imaginer, on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, mais que vous pouvez voir finalement au niveau des sous-sujets, quels sont à l'intérieur des solutions apportées aux clients, quels sont les thèmes qui tirent le plus la satisfaction vers le bas et quels sont ceux qui vont au contraire avoir des effets de boost. Et exactement de la même manière sur les 4 sous-catégories de la croissance. Donc du coup, ce type de visualisation, ça nous permet en fait de choisir les combats et, si je puis dire, de définir un peu les axes stratégiques majeurs sur lesquels l'entreprise veut mettre le poids du corps. Donc voilà un exemple finalement de visualisation globale et de visualisation plus spécifique qui permet de resserrer l'action stratégique. En tout cas, dans ce projet-là, c'est comme ça qu'on l'avait utilisé. Troisième cas d'usage, c'est autour de la marque employeur. Alors, la marque employeur, c'est un sujet qui s'est fortement accéléré depuis 2 ans et demi maintenant, qui vient vraiment d'une grosse évolution sur les marques, en fait, les stratégies de marque, mais qui est finalement pas un sujet très récent, mais qui vise finalement à donner un peu de la cohérence entre ce qu'on est à l'intérieur, notre culture entreprise, nos fonctionnements, et puis tel qu'on est vécu à l'extérieur, donc l'image perçue et l'image réelle. Donc, ce qu'on fait en général dans ces cas-là, et là c'est un exemple en fait de travail, c'est qu'on va essayer de travailler un petit peu sur les valeurs exprimées dans le discours des collaborateurs, mais aussi des candidats et des parties prenantes. On peut même aller interroger parfois des cabinets de recrutement qui sont partenaires de longue date d'entreprises pour voir quelles sont les valeurs que vous mettez en avant. Et du coup, vous voyez là, c'est un nuage de mots issu d'un travail fait chez un client et du coup, on voit quelles sont les valeurs en fait différenciantes socles exprimées dans le discours des collaborateurs. Donc, comme on l'a vu plus haut, on est capable aussi de mesurer l'impact et l'importance en fait de chacune de ces valeurs et du coup de pouvoir construire un discours de marque employeur en fonction si je puis dire, des thèmes en fait qui sont les plus importants. En allant plus loin, ce qui est aussi plus intéressant, une fois qu'on a bien défini en fait le discours général sur la marque employeur et qu'on a de quoi créer une véritable plateforme en fait d'identité employeur, on va pouvoir en fait aussi se dire si je dois avoir des stratégies de communication, d'activation de ma marque employeur, sur quoi je dois insister. Et en l'occurrence, ce qu'on voyait là sur le groupe qu'on avait étudié, c'était des différences en fait entre la perception qu'avaient les candidats, notamment, et les externes, ceux qui ne connaissaient pas de l'entreprise de l'intérieur, et puis ceux qui la vivaient au quotidien. Et donc là, ce qui était marquant en fait chez ce client-là, notamment, c'était l'écart que vous pouvez avoir, notamment sur les 2 premiers thèmes et notamment le deuxième. En fait, là, les collaborateurs avaient le sentiment de vivre dans une entreprise extrêmement innovante, avec un patrimoine très riche et beaucoup d'énergie créative. Et à côté, la réalité perçue par les candidats était pas tout à fait la même en fait. Elle était même un peu en écart en fait. Ils trouvaient qu'il y avait de l'innovation, mais pas plus finalement qu'ailleurs. Et du coup, dans ces cas-là, vous
imaginez bien que ça vaut le coup de resserrer en fait ces écarts-là et du coup d'avoir une vraie stratégie de communication, peut-être par les collaborateurs aussi, sur le patrimoine de l'entreprise, sur ses qualités innovantes. Mais du coup, c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avec une phase de diagnostic plus précis. On serait parti sur des stratégies de communication assez lambda, comme tout le monde le fait. Et là, du coup, ça vous permet vraiment d'avoir une approche sur mesure. Le dernier cas d'usage que je voulais vous partager avec vous, il est assez lié un peu à celui-là. On va retrouver des notions de valeur. Il est sur la culture entreprise en fait. Et du coup, sur la culture entreprise, en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'aider les dirigeants, en fait, une fois qu'on a mené le dispositif d'écoute, à positionner un petit peu les valeurs, en fait, mais non pas les valeurs telles qu'ils les imaginent et telles qu'ils ont envie de les afficher dans les salles de réunion, mais les valeurs telles qu'elles sont exprimées par les collaborateurs. Donc, du coup, à la fois en qualitatif ou en quantitatif, on va être capable de mesurer finalement quelles sont les valeurs relationnelles, quelles sont les valeurs techniques, quelles sont les valeurs en fait historiques, quelles sont les valeurs émergentes et quelles sont les valeurs dont les gens parlent beaucoup et quelles sont les valeurs dont les gens parlent moins. Et à l'intérieur de ça, avec une analyse sémantique, on peut même dire quelles sont les valeurs qui vont tirer le plus l'engagement ou au contraire le détériorer. Ce qui est très intéressant, c'est que là, quand vous avez une visualisation comme celle-là avec une quinzaine de valeurs, c'est beaucoup plus intéressant, encore une fois, de réunir une équipe de direction et de la faire réfléchir sur quelles sont les 4, 5 ou les 3 à 4, on va dire, valeurs pivots, piliers sur lesquels ils ont envie de construire des messages. Parce que du coup, ça permet quand même de rationaliser et au moins, finalement, plutôt que d'inventer des valeurs ou d'utiliser un petit peu les mêmes partout, ils sont sûrs, finalement, elles sont sûres d'utiliser et de mobiliser le corps social sur des valeurs qui leur parlent. Et ce qu'on a pu remarquer dans les projets qu'on a conduits, c'est que quand il y a une vraie rencontre entre ce que les collaborateurs expriment et ce que les dirigeants portent finalement comme socle culturel, là, du coup, c'est un véritable effet accélérateur sur la stratégie. Mais au-delà de ça, il est décisif aussi d'arriver à tout aligner, c'est-à-dire aligner ses valeurs avec sa raison d'être et aligner derrière aussi ses principes de management et finalement la manière avec laquelle on va aussi ses process RH, la manière avec laquelle on va recruter les personnes, quels critères on va utiliser. Et donc ce que je vais vous montrer après, c'est issu d'analyse un peu de cette logique-là. On était sur d'autres clients, mais du coup on peut construire ensuite après des personas en fait assez simples où on va définir en gros les caractéristiques majeures en fait du collaborateur en fait typiquement là chez ce client là vous voyez 6 caractéristiques là, un membre de la famille, une personne sérieuse qui se prend pas au sérieux, tout ça c'est des critères qui paraissent de bon sens mais qui ont été vraiment étayés et du coup que les personnes peuvent utiliser derrière en fait en fiche de recrutement et les retours d'expérience de clients c'est de dire finalement on a réalisé que si les personnes avaient 4-5 critères sur les 6, ça matchait, enfin la greffe prenait, ça marche. Donc d'une certaine manière, ça vaut le coup de prendre ce temps-là pour éviter parfois des erreurs de recrutement qui sont assez coûteuses. Un autre usage aussi chez ce même client, c'est qu'on avait réalisé aussi que il y avait des fortes attentes des collaborateurs sur les qualités, les savoir-être des managers. Et en l'occurrence, en fait, vous voyez, il y avait 7 règles d'or qui étaient des règles d'or, en fait, à la fois de collaborateurs qui disaient quand ça se passe bien, voilà ce que j'apprécie, et puis, quand ça se passe mal, voilà ce que je reproche. Et du coup, de tout ça, on a plutôt tiré du positif, en fait, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut à un manager pour être vraiment en ligne avec les attentes des collaborateurs et du coup stimuler de l'engagement. Et du coup, ces 7 axes servent en fait derrière en fait à construire des programmes de formation, des programmes d'évaluation, des programmes de développement. Mais encore une fois, on est sûr de taper juste, non pas sur des grandes théories de management où on se dit tiens, un tel a fait ça à l'extérieur dans telle entreprise, je vais faire la même chose, mais vraiment, je vais construire des ateliers, des parcours un peu sur mesure. D'ailleurs, on n'a pas forcément besoin que ce soit à chaque fois des formations très longues, mais ça peut être parfois des ateliers d'une demi-journée, animés en interne et avec un appui externe, mais très vite en interne, où on porte vraiment l'ADN de l'entreprise au quotidien en fait dans les équipes. Et ça a beaucoup de vertus
de pouvoir faire ce type d'approche-là. Voilà. Donc ça, c'était le quatrième cas d'usage que je voulais vous présenter. Et puis, avant d'en finir, je voulais vous présenter en fait ce dernier axe qui est la capacité à faire de la mesure en fait. Sur la partie collaborateur, enfin, là, je me détache un peu de la partie expérience client, mais pour la partie expérience collaborateur, en fait, très souvent, je me rends compte que, et moi-même ayant été en fait dans la fonction RH par le passé, la fonction RH, en fait, elle manque cruellement d'indicateurs de performance, de KPIs comme on dit. En fait, les indicateurs qu'on suit, c'est souvent des indicateurs rétroviseurs. C'est déjà trop tard. En fait, le mal est fait. Le turnover, les gens sont déjà partis. On est finalement en retard. Et là, ce qui est intéressant, en fait, plus je découvre les possibilités de l'analyse sémantique, plus on découvre le fait qu'on va pouvoir définir des indicateurs sur mesure en fait en fonction de chaque projet. Et donc je vais vous montrer en fait un exemple, une illustration sur un petit cockpit qu'on a construit sur une étude qu'on avait menée sur la reconnaissance en fait. Donc comment mesurer la qualité de la reconnaissance au sein des équipes. Donc on avait fait en fait c'était dans un monde d'assurance en fait, on avait fait mutualiste pardon, et on avait fait du coup une analyse en fait globale des leviers de reconnaissance. Et du coup en fait c'était intéressant de voir comment on pouvait piloter la reconnaissance. Parce qu'une fois qu'on a cartographié la reconnaissance et qu'on a identifié l'ensemble des catégories, on est capable de mesurer leur progression dans le temps. Alors pas forcément le mesurer toutes les semaines ou tous les mois. Enfin, je pense que l'action sur l'humain, elle a besoin de temps, donc tous les trimestres, tous les semestres, mais du coup d'avoir une continuité et d'éviter de repartir en fait sur des projets à zéro. Et du coup, sur cette mesure, voilà le type de cockpit qu'on peut construire avec des data visualisations en fait extraits des outils de Proxem, plus derrière quelques constats, quelques observations sur ce qu'on peut constater. Donc là, sur ce que vous voyez là, on voit le niveau de satisfaction qui est mesuré, le nombre de commentaires, puisqu'on avait des collectes de données régulières dans des enquêtes internes. Et ce qu'on voit aussi, c'est la progression, l'évolution des sujets. Donc vous voyez une courbe en fait. Dans la reconnaissance, en fait, on avait défini des sous-sujets qui étaient l'accompagnement managérial, l'ambiance de travail, la charge de travail, l'environnement de travail et le fonctionnement des outils. Et on est capable de mesurer l'évolution du discours. On est capable de mesurer le poids aussi de chacune des sous-thématiques et ensuite on est capable, c'est ce que vous voyez dans la partie droite du schéma avec les bulles rouges ou les bulles vertes, c'est-à-dire les sujets qui nourrissent beaucoup d'insatisfaction. Donc plus c'est foncé, plus il y a de l'insatisfaction et plus c'est vert, plus finalement on a des clignotants qui basculent au vert. Et donc ça peut être intéressant d'un trimestre à un autre de voir quand on arrive à transformer en fait des actions, comment la perception évolue. Et de la même manière, en fait, le schéma d'en dessous, on voit que où est le discours, en fait, et notamment là, on avait séparé, en fait, les équipes réseau des équipes sièges et on s'était rendu compte en effet qu'il y avait un discours beaucoup plus intense dans les équipes réseau que dans les équipes sièges sur tout ce qui était conditions de travail notamment et du coup ça vaut le coup d'essayer de se dire à la fois qu'est-ce qui fait que c'est mieux perçu au niveau du siège et qu'est-ce qui fait que ça marche et derrière qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des équipes réseau et comment on pourrait travailler. Mais du coup encore une fois, quand vous avez besoin d'agir, vous guidez votre action et vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre le poids du corps. Voilà. Donc ça, c'était le dernier élément que je voulais présenter avec vous sur ce cockpit de mesure. J'en ai fini. Je vais du coup passer la parole peut-être à Valérie ou à Marie pour la conclusion et puis peut-être une séance de questions-réponses. Oui, effectivement. Merci Bruno. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, j'ai une question pour toi, Bruno. Quels sont les conseils qu'on pourrait communiquer aux personnes qui sont en ligne pour mener à bien un projet comme on a pu leur présenter? Déjà de prendre le temps de bien convaincre en fait les personnes avec lesquelles ils travaillent de l'importance de cette phase de diagnostic, de pas foncer de suite dans une phase d'action parce que on perd un peu de temps mais on en gagne beaucoup en fait par la suite. De pas être trop pressé et surtout de travailler avec des outils ou avec des approches qui soient qualitatives en fait, de pas imaginer qu'il y a un outil miracle qui va vous permettre d'avoir une dispositif d'écoute immédiat. Donc tout ce que je vous ai montré là, ça nécessite un peu de temps finalement pour structurer la démarche, la préparer. Mais je dirais que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se met sur le chemin d'un projet d'entreprise et en fait on embarque progressivement les collaborateurs, les parties prenantes, les décisionnaires. Et du coup, le voyage commence là. Il commence pas uniquement au moment où on agit.
Si. Alors, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question de savoir globalement combien de temps il faudrait pour mettre en place un projet comme on a pu vous le présenter ou un autre projet d'analyse d'éléments dont vous avez en votre possession. Donc, globalement, entre l'intervention de Bruno et celle de Proxem sur l'analyse et la restitution pour pouvoir agir et mesurer, il faut compter en moyenne 3 mois pour mener à bien un premier projet pilote. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi vous former à notre logiciel de manière à pouvoir aller explorer les résultats de votre côté avec l'aide, bien sûr, du consultant qui est Bruno pour derrière mettre en place les mesures efficaces de KPI telles qu'il les a présentées. Donc, effectivement, vous voyez, c'est assez rapide finalement pour démarrer un projet et améliorer l'écoute collaborateur interne ou mettre en place une cartographie de compétences ou définir tout un tas d'autres diagnostics qui vous ont été présentés là ce matin. On est peut-être pour ajouter, Valérie, on est parfois allé un peu plus vite. Oui. On peut compresser parfois sur un peu plus de 2 mois, mais ça suppose qu'on ait accès directement en fait à l'ensemble des données. Je vais faire un pont là sur une question que je vois sur les compétences par exemple des collaborateurs. On imagine qu'on analyse des entretiens annuels ou des entretiens professionnels où on parle de compétences. Là, on peut dire qu'éventuellement, la matière est déjà disponible. Si en plus les données sont collectées sur un outil interne, en fait, on peut peut-être faire des extractions et avoir un fichier qui est très vite exploitable. Et du coup, si on peut le charger assez vite, bien sûr, en prenant en compte tous les délais des infolinguistes et les nôtres aussi, on pourrait imaginer avoir un temps de traitement entre 8 et 10 semaines une fois les données intégrées dans la machine. Dans la plateforme, ouais. Alors effectivement, si on a les données, si on a tout dès le premier de la première étape, effectivement, on peut aller un peu plus vite. Mais globalement, il faut aussi se donner le temps aussi en interne pour derrière mettre en place les bonnes mesures. Mais effectivement, c'est effectivement intéressant en tout cas de mener des projets comme ça. Alors, on en a mené, comme je l'ai dit au départ, plus de 15 ensemble sur des grands comptes divers et variés. Donc, on peut vraiment aider dans n'importe quel domaine d'activité, n'importe quelle langue. J'ai une autre question aussi par rapport alors, juste au logiciel. Il est possible aussi, une fois que vous avez fait ce premier diagnostic en conseil avec Bruno, de pourquoi pas prendre une licence de notre logiciel et de faire écrire vous-même vos règles sémantiques. Aujourd'hui, on a pas mal de nos clients qui utilisent le logiciel de manière autonome. Bien sûr, il y a un accompagnement et de Bruno et de nous pour bien sûr faire en sorte que vous en sortiez vraiment les insights intéressants. Mais c'est possible aussi d'avoir une simili-autonomie sur le logiciel et de ne pas forcément externaliser l'analyse sémantique dans sa globalité. Alors, je regarde s'il y a une autre question peut-être. Du coup, pour ton point, ça peut jouer aussi sur le fait de savoir si on est sur un diagnostic ou une utilisation de l'outil en interne, qui peut avoir un impact du coup aussi sur l'économie du projet, si je puis dire en fait. La tarification, c'est-à-dire est-ce que vous faites un partie du travail vous-même? Est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse à votre place? Du coup, voilà, en fait, sur les logiques de fonctionnement, sur les tarifs de prestation, ça va dépendre en fait de ça, souvent. Est-ce qu'il y a un besoin uniquement outils? Est-ce qu'il y a un besoin outils plus études et diagnostics? Et surtout, quels sont les volumes de verbatim traités ou de langue? Je vais s'imaginer que traiter 3000 verbatim en une langue, ça n'a pas du tout la même conséquence que ce qu'on a pu faire ensemble pour traiter pour une boîte du CAC 40, par exemple, près de 100 000 verbatim en 12 langues. Il est évident qu'on a un impact beaucoup plus fort sur la tarification. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très difficile parce que ça dépend souvent en sur-mesure un petit peu des besoins sur les domaines RH. En tout cas, c'est le cas. Oui, effectivement. Et alors, je vais prendre peut-être une dernière question. Après la première étude, comment refaire l'étude régulièrement? Justement, tout l'intérêt d'avoir un logiciel en plus d'avoir un consultant, si on le résume rapidement comme ça, c'est qu'une fois que vous avez fait ce qu'on appelle le setup de la solution, donc la mise en œuvre de la classification, de la notation des données, vous lancez un deuxième questionnaire avec les mêmes questions, mais 6 mois plus tard. Vous aurez déjà une notion de temporalité, ce qui est très important pour le suivi. Et puis, derrière, les données vont s'agréger de manière automatique avec la classification déjà menée. Mais également, on fait ce qu'on appelle de la maintenance, c'est-à-dire qu'on va bien sûr faire évoluer aussi
la classification au fur et à mesure parce que peut-être peut y avoir une question supplémentaire aussi posée. Par exemple, liée aujourd'hui à cette crise qu'on a vécue tous ensemble, forcément, on a beaucoup de nos clients qui nous ont demandé d'ajouter cette question sur le Covid et le retour et tout ce qui est justement confinement, déconfinement, comment on se ressent. Donc ça, c'est vraiment très actuel. Donc, du coup, ça évolue, ça se maintient. Donc, une fois qu'on a fait un premier setup, après, on agrège toutes les données qu'on souhaite et ça s'auto-classe, on va dire, si je puis dire, avec un peu de maintenance si toutefois le questionnaire a évolué. Peut-être Valérie, tu m'autorises, je prends juste les 40 dernières secondes là pour répondre rapidement aux questions. L'intérêt de la solution qu'on utilise avec Proxem et notre processus de travail, c'est qu'il est supervisé. Il n'est pas libre en fait. On a du travail d'infolinguiste et on a un travail de codage sémantique dans lequel j'interviens également. Et je pense que c'est vraiment notre capacité à faire du sur-mesure qui là est intéressante. Donc on veut une AI intelligente humainement et pas uniquement intelligente technologiquement. Et la deuxième question sur les études, oui, on peut les faire régulièrement. C'est beaucoup plus facile et du coup moins coûteux quand on répète des études, puisque on a déjà un plan de codage qui est établi, donc moins de coûts d'infolinguiste et d'analyse. Et sur le nombre de verbatim minimum, en fait, en dessous de 1000 verbatim, en général, ce qu'on fait, c'est que moi, je fais des analyses manuelles en fait des verbatim. Et au-dessus, c'est là où ça commence à valoir le coup d'utiliser les outils combinés Proxem, Disrupt en l'occurrence sur des études. Voilà. Donc vraiment le 1000 verbatim me semble être le minimum. Exactement. Bah, écoute, merci Bruno, merci à tous d'avoir participé. Pour les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on se fera un plaisir de vous répondre par mail ou par téléphone dans un futur proche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.